Alors ce soir, au lieu unique, donc dernière conférence sur les réseaux d'échange réciproque de savoir, donc les RERS, comme on dit. D'ailleurs, je ne sais pas trop si ça se dit vraiment, si on dit ça, si on dit les RERS dans le jargon, donc réseau d'échange réciproque de savoir. Donc dans ce cycle de conférences sur apprendre ou apprendre demain, ça nous semblait intéressant en fait d'aborder ce sujet. Puisque en fait, dans ces réseaux d'échange réciproque de savoir, en fait, donc, ont une histoire particulière. C'est quelque chose qui est tout à fait intéressant pour cette notion d'apprendre, parce qu'on apprend autrement. On parle beaucoup, bien sûr, en formation de communautés de pratique, d'apprentissage collaboratif. Donc, ce sera intéressant de voir aussi, finalement, comment ça répond aujourd'hui, ces réseaux d'échange réciproque de savoir, comment ça répond à un certain nombre d'enjeux en matière de compréhension et d'apprentissage. Alors donc, merci Caroline Leboucher de venir nous en parler. Alors vous êtes docteur en sciences de l'éducation, donc vous êtes au CREAD. Alors le CREAD, c'est le Centre de recherche d'éducation sur les apprentissages et la didactique, donc c'est à l'université de Rennes 2. Et donc, alors maintenant, vous travaillez sur de nombreux sujets, mais vous avez fait votre thèse en fait sur les réseaux d'échange réciproque de savoir. C'est d'ailleurs voilà, à partir de là que vous avez enclenché un certain nombre de travaux. On voit bien que ces réseaux d'échange réciproque de savoir, c'est en lien évidemment avec un certain nombre de questions en matière d'éducation. Et puis, comme nous faisons souvent, eh bien, nous avons aussi, c'est important d'avoir ce dispositif de médiation en quelque sorte. Donc, Caroline Leboucher ne sera pas toute seule, en tout cas pas tout le temps toute seule, puisque nous avons aussi Monsieur Mouche. Alors, Monsieur Mouche, c'est quelqu'un c'est un artiste qui travaille sur le slam, sur le théâtre, sur le conte. Voilà, donc je ne dévoile absolument rien sur ce qui va se passer avec Monsieur Mouche. Et puis il y a Enya aussi, donc la complicité d'Enya, qui est là également, et donc qui travaille beaucoup en slam, qui fait d'ailleurs du flamenco, qui fait des compétitions en flamenco. Voilà, donc ils vont pouvoir évidemment ponctuer cette soirée. Voilà, écoutez, du coup, je laisse la parole à Monsieur Mouche. Ah oui. Je vais vous expliquer ce que nous allons faire avec Enya. Voilà, il va y avoir la conférence de Caroline Leboucher, c'est le temps évidemment principal qui va être accordé au temps ici. Au bout d'un tiers de conférence, nous allons tenter une expérience. Là, tout de suite, par exemple, dans vraiment pas longtemps, dans à peine 10 secondes, 20 secondes, Enya va disparaître. Il va aller se planquer quelque part. Pas au bar pour boire des coups, pas loin. Il y aura un tiers de la conférence qui aura lieu. Au tiers de la conférence, à laquelle il n'assistera pas, il reviendra parmi vous. Et là, à ce moment-là, moi, je vais raconter une petite histoire, comme je la raconterai à des enfants. Donc, vous vous mettrez en tête que vous avez en gros 10-12 ans ou l'âge d'Enya. Et je raconterai une petite histoire de 5 minutes qui est censée expliquer un dispositif scientifique. D'accord ? Donc, je vais expliquer un dispositif scientifique par le biais d'un conte. Après quoi, Enya redisparaîtra et il aura le temps du reste de la conférence, donc les 2 tiers de la conférence, pour à son tour expliquer ou restituer ce qu'il a compris de ce dispositif scientifique à l'aide d'un poème ou d'un slam. Vous voyez ? Vous avez compris ? Déjà, si ça vous avez compris, c'est-à-dire qu'on n'est pas trop mal dans le dispositif d'échange. Enfin, on a déjà fait un aller, quoi. Je ne sais pas si le retour se fera, mais voilà comment ça va se dérouler. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et s'il y a une chaise libre juste à côté de vous, essayez d'imaginer un personnage imaginaire. Moi, j'en aurais besoin pour quand je raconterai, pour qu'il y ait un peu plus de dynamique, d'énergie, etc., parce que ce sera sûrement participatif. Je vous remercie et je laisse la parole à Caroline Leboucher. Enya, va-t'en. Bonjour. Voilà. Donc merci de m'accueillir ici dans ce lieu qui est très beau et puis vous d'être venu m'écouter aujourd'hui. Donc je suis docteur en sciences de l'éducation, bon, ils m'ont présenté déjà, et j'interviens ici pour rendre compte de mes travaux que j'ai soutenus dans ma thèse en décembre 2015. Donc j'ai travaillé sur le réseau d'échange réciproque de savoir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui d'entre vous ne connaît pas ces réseaux du tout ? Moitié-moitié. C'est marrant, ils sont derrière. Donc, en fait,
je vais quand même vous expliquer rapidement, c'est qu'elle est née à la fin des années 60. C'est au départ une enseignante d'école primaire qui est attirée par la pédagogie active et la pédagogie Freinet, et qui, elle, va mettre en place des échanges entre ses élèves. Donc l'idée, c'est que chacun va s'enseigner mutuellement en offrant ce que lui sait le mieux. Et inversement, ceux qui savent le moins vont apprendre de ceux qui savent le plus. Donc ils peuvent s'enseigner des mathématiques, de l'histoire, mais aussi l'idée, c'est qu'ils puissent s'enseigner des savoirs non scolaires comme faire du pain, réparer sa mobilette, peindre à l'aquarelle. Donc derrière le terme de savoir, dans RERS, il y a l'idée d'un ensemble d'acquis, de processus d'apprentissage qui soient issus des apprentissages formels ou informels. Donc, après ces premières expériences auprès de ces élèves, il y a aussi des adultes qui vont commencer à échanger entre eux. Donc on va avoir des parents, des professionnels de la ville, par exemple une commerçante qui va échanger avec les élèves sur les maths, un chauffagiste qui va échanger avec une géographe. Donc c'est le premier, au tout début ça s'appelle le réseau. Et c'est né à Orly pour l'école, puis à Évry en 73, où à ce moment-là ça sort de l'école et ça devient une initiative portée par la ville d'Évry, en association avec la mission d'éducation permanente. Donc chacun va pouvoir, dans ce réseau, formuler des offres de savoir et des demandes de savoir. Et il y a des animateurs au centre qui vont faire la médiation et qui vont faire en sorte que les personnes puissent se rencontrer. Donc progressivement, il y a ce premier réseau vraiment RERS à Évry, et puis plein d'autres qui vont se disséminer partout en France et même à l'étranger. Donc, par exemple, en 2006, on peut dire qu'il y en avait à peu près 129 adhérents au Foresco, parce qu'ils ont une association nationale qui se nomme Foresco, qui veut dire formation réciproque, échange de savoir et création collective. Donc, ils se reconnaissent dans cette association comme partie prenante de ce mouvement. Mais en réalité, il y en a largement plus que ces réseaux-là, qui ne sont pas tous adhérents, soit parce que ils méconnaissent l'existence du Foresco, soit qu'ils n'ont pas envie tout simplement de participer aux activités officiellement, on va dire. Donc, c'est très difficile de savoir exactement combien ils sont. Ils sont probablement peut-être 400 en France, et puis ils ont pu être 600 dans les années 90, où ils étaient assez nombreux. Donc c'est quelque chose qui, moi, au départ, m'avait intriguée dans mes travaux. C'est un peu le point de départ. Il y a des centaines de réseaux existants, chacun est différent. Il y en a qui fonctionnent dans des centres sociaux, d'autres fonctionnent en MJC, d'autres dans des entreprises, il y en a dans des écoles et il y en a sous forme associative. Donc les savoirs en eux-mêmes ne sont jamais les mêmes. Chaque réseau va échanger des savoirs spécifiques. L'année suivante, ce sera d'autres savoirs. Et chaque réseau semblait aussi se réinventer des règles et un fonctionnement qui lui était propre. Parce que l'idée, c'est que chacun puisse participer, animer son réseau et puis donner son avis aussi sur les règles, le fonctionnement. C'est très participatif. Donc ça fait près de 50 ans qu'ils existent toujours. Et moi, ce qui m'intéressait au départ, c'était les innovations techniques. C'est très loin des RERS de ce point de vue. Mais par contre, ce que je retrouvais dedans, c'est cette idée de pouvoir s'adapter et continuer à exister. Donc c'est ça, en fait, le cœur de ma thèse, c'est essayer de comprendre comment ils se sont pérennisés. Donc l'idée de contexte, pour moi, était très important de comprendre par rapport au contexte, qu'est-ce qui fait que ça dure. Parce que ce n'est pas une innovation pour sa qualité intrinsèque qui fait qu'elle va durer, pas parce on a un super produit que ça va marcher, mais c'est plutôt parce que ça va croiser des préoccupations et puis les besoins au moment où elle va se développer. Donc par exemple, pour les RERS, donc leur développement dans les années 90, j'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient 600 à peu près. Oui, c'est ça. Heureusement que j'ai des notes. Donc dans les années 90, oui, ça a pu répondre aussi à un besoin de changement dans les pratiques des travailleurs sociaux sur la conception de l'insertion, de la réinsertion, où ils voulaient être en décalage, en rupture par rapport à des pratiques qu'ils nommaient d'assistanat. Et puis il y avait aussi toute la mise en place du RMI. Donc à ce moment-là, les travailleurs sociaux se disent « Ah ouais, le RER, c'est bien ». Donc c'est là où le contexte est vraiment, par exemple, très important. Donc aujourd'hui, l'idée, moi, c'est
pas de vous représenter en détail tout ce que sont les RERS, mais par contre de faire une première partie, les liens avec en quoi c'est important, c'est intéressant aujourd'hui ces réseaux, qu'est-ce qui peut être favorable à leur implantation. Après, de présenter ce qui a pu soutenir leur développement et la durabilité pour les RERS citoyens, on va dire, ceux qui sont hors entreprise, disons. Et puis, je fais la même chose pour le cas d'un réseau en entreprise qui a été créé à la Poste Courrier. Voilà. Donc, l'idée, c'est de finir par un peu un comparatif rapide. Donc, pour commencer, le fonctionnement, sur les tendances de l'évolution de la formation. Alors, ça a probablement un peu bougé aussi aujourd'hui, puisque moi, j'avais commencé en 2011. Donc, entre 2011 et 2015, depuis, je n'ai pas retravaillé exactement sur ce sujet. Mais ce sera l'occasion peut-être d'en discuter juste après. Donc, d'abord... Ah oui, je vous ai raté ça. Donc, d'abord, l'idée, c'était de la formation qui va vers de l'adaptabilité permanente. Donc pourquoi dans un RERS ça correspond aussi à ça, c'est que chaque membre va pouvoir inscrire ses offres et ses demandes de savoir. Donc en permanence, il va pouvoir accroître ses connaissances, ses compétences, donc à mesure de ses besoins, de ses envies tout simplement. Donc quel que soit son âge ou sa situation, puisque tout le monde est accepté dans un RERS. Donc là, c'est une manière d'entreprendre une formation tout au long de la vie, même une éducation tout au long de la vie. Donc ça correspond aux idéaux de la société de la connaissance, avec des travailleurs aux compétences adaptables en fonction des évolutions professionnelles et puis en particulier des innovations techniques. Donc, par exemple, une personne qui est un peu, à un moment donné, en difficulté dans son travail va pouvoir, par exemple, apprendre à faire un diaporama, tout simplement. Mais c'est aussi l'éducation permanente, puisque c'était même dans cette perspective initiale que le réseau a été créé. Donc qui est une connotation un peu plus développementale et émancipatrice donc que l'idée de formation tout au long de la vie, avec des objectifs aussi d'insertion sociale au départ. Parce que c'était un réseau à Évry qui se faisait dans une ville nouvelle, donc il y avait l'envie que plein de personnes qui arrivent dans cette ville-là puissent aussi se rencontrer ensemble. Aujourd'hui, donc, on retrouve ces idéaux d'éducation permanente dans les RERS et l'importance qu'ils restent ouverts on va dire, aux exclus en général, mais à toute la population. De plus, donc, ils apportent la possibilité de se former tout au long de la vie, parce qu'il y a ce système qui est rapidement adaptable en fonction de ses besoins et qui peut être beaucoup plus rapide que la création de nouvelles formations ou de modules de formation. Et c'est des choses qu'on va retrouver donc, dans les textes européens. Et les textes dont les États et les régions s'inspirent pour construire leur politique et leur offre de formation. Donc on retrouve l'importance du renouvellement continu des savoirs par rapport à plutôt que la prioriser la transmission des savoirs établis. Donc cette adaptabilité, on va la retrouver aussi dans le mot réseau, parce que quand on parle société de la connaissance, souvent on associe le mot réseau aussi. Ça fait écho en fait à la volonté de vouloir fluidifier les relations. Donc avec par exemple la mise en place d'équipes de travail changeantes, de groupes peu institutionnalisés. Donc c'est des idées de circulation, de flux d'adaptation, plutôt que celles d'accumulation et de progression graduelle de savoir stabilisé. Donc là on a aussi des individus autonomes qui vont se mettre en relation en réseau. Donc on part avant tout de l'individu et de ses besoins, des relations, au lieu de partir du savoir, disons. Donc ça a des conséquences sur la conception de systèmes de formation qui se veulent un peu plus souples. Donc on va retrouver cette organisation réticulaire au sein des RERS, même si les promoteurs, dans le terme de réseau, n'entendaient pas la même chose que nous, ce que nous on entend aujourd'hui. Finalement, eux, ils voyaient plutôt un réseau social de proximité avec des personnes qui vont échanger ensemble, sans formalisation importante des relations. Donc le deuxième point qui est important pour la formation aujourd'hui, l'individualisation des apprentissages. Donc on observe qu'elle se développe. L'exemple typique, c'est le compte personnel de formation, où chacun est encore incité à actualiser ses compétences, ses connaissances et puis développer aussi son autonomie et sa responsabilisation. Donc ça interpelle donc le monde de la formation pour développer des systèmes centrés sur les besoins de chacun.
donc pour son activité professionnelle et pour développer ses capacités d'apprendre à apprendre. Donc on a, ce que je disais tout à l'heure, une ingénierie centrée plutôt sur les apprenants, ce qui permet dans les RERS justement d'apprendre en fonction des ressources que chacun possède et des manques que chacun ressent à un moment donné. Donc il n'y a pas de programme préétabli également. Donc quand une personne va faire une demande, chacun va pouvoir discuter du contenu avec l'offreur, du rythme, de la méthode d'apprentissage choisie. Donc ça s'adapte toujours en fonction des besoins. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en transmettant, en formulant ses besoins, ses manques, ce qu'on a envie d'apprendre, finalement, on va développer aussi sa capacité d'apprendre à apprendre, parce qu'on va aussi mieux savoir, moi j'apprendrais mieux si on utilisait une méthode peu transmissive, par exemple. J'apprendrais mieux en faisant cette réparation, voilà. Donc la personne est aussi acteur de cette formation, pas seulement parce qu'il va pouvoir choisir le rythme, par exemple, d'apprentissage, mais aussi parce qu'il va être dans le groupe d'échange plus globalement, il va pouvoir être animateur de ce groupe-là. Donc ce que je disais tout à l'heure, il va pouvoir initier des nouvelles activités, il va pouvoir proposer des nouvelles règles. Donc quelque chose qui est important, c'est ces rôles-là d'animateur et de médiateur. Il n'y a pas que des offres et des demandes qui sont publiées. Il y a cette importance de l'animateur qui est là pour organiser les réunions, pour aider à formuler des nouvelles offres et des demandes, pour préciser les savoirs qui vont être demandés, pour éviter d'avoir des choses équivoques. Le troisième point, c'est la revalorisation des apprentissages informels. Donc, je l'ai vu tout à l'heure, on a dit c'est tout type d'apprentissage qui est concerné, même si ça a été l'objet d'un loisir, et la personne peut le transmettre, la peinture, par exemple, sans problème. Et on retrouve en fait cette idée d'importance des apprentissages informels dans la société aussi de la connaissance, puisqu'on va réintroduire des nouvelles temporalités d'apprentissage, et donc faire place plus à l'apprentissage informel et l'apprentissage situé. Donc, comme les communautés de pratique, par exemple, on a les organisations apprenantes. Et puis, on retrouve également cette idée-là avec le développement des contextes où il va y avoir des citoyens qui vont parler de leur expérience aussi. Et là, ça prend aussi plus de place, qu'ils avaient peu de place avant. Donc, par exemple, dans les politiques de la ville ou aussi sur les questions techniques, par exemple avec les crises comme Tchernobyl ou la vache folle. En tous les cas, les experts scientifiques et techniques, leur parole apparaît plus si certaine. Et c'est là qu'il va y avoir aussi le développement vous allez retrouver aussi la question des controverses, avec les citoyens et les usagers qui vont avoir plus de place, plus de force dans ces controverses-là, et on va plus les écouter aussi. Et ils vont même aussi pouvoir créer de nouveaux savoirs et de nouvelles connaissances. Donc on a des associations de malades ou des groupes d'écologistes, par exemple, qui vont se monter. Donc on retrouve cette diversité des savoirs et cette valorisation des apprentissages informels dans les RERS. Et également l'apprentissage collaboratif qu'on retrouve. Donc ça se rapproche donc des communautés de pratique, je l'ai déjà dit, et puis des groupes d'apprentissage collaboratif qui se développent comme des dispositifs innovants et efficaces pour les apprentissages. Donc ça peut être par exemple quand il y a eu le développement des MOOC et des collectifs d'apprenants donc, qui vont faire en sorte que chacun va pouvoir transmettre dans le groupe. En l'absence, oui, c'est ça qui était important et qu'on va retrouver dans le réseau, c'est en l'absence de relations autoritaires et hiérarchiques ou de pratiques très directives. Donc on va retrouver des groupes d'apprentissage aussi collectifs dans le réseau. Il n'y a pas que des échanges de 2 à 2, c'est possible d'échanger aussi en groupe. Chacun va être... Ah oui, pour la réciprocité, ce qui est important, c'est pas forcément que chacun propose 2 heures, justement, contre 2 heures. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, chacun ait été un offreur ou en position de demandeur. Donc ça veut dire que on est dans un système réciproque et la réciprocité effective lorsque justement
à un moment donné, une personne qui a appris apprend à d'autres, tout simplement. Donc je vais laisser... je vais faire ça. Je vais faire la petite pause du tiers. L'idée, c'est que donc moi j'ai écrit cette histoire comme si vraiment je voulais expliquer ce dispositif à des enfants. D'accord ? Je ne suis pas scientifique moi-même, donc je n'ai absolument aucune formation sur le dispositif que je vous explique. D'accord ? C'est ce que moi j'en sais. J'ai dû vérifier quand même mes connaissances grâce à Internet, bien joué. Et je ne suis pas allé très loin dans la recherche parce que je ne voulais pas non plus exposer un dispositif scientifique que je ne maîtriserais pas. D'accord ? Donc je vais le livrer comme il vient. C'est bon ? Alors bonjour les enfants. Oui, c'est bien. Non, mais c'est toujours bien de se mettre en disposition parce que sinon, on sort du contexte. On a parlé du contexte. Donc c'est bien de se mettre dans le contexte. Vous êtes tous des enfants, vous avez tous 10 ans. Vous avez tous 19 ans et vous avez l'âge d'Enya. Et je vais vous raconter l'histoire de Radar. Radar, c'est son nom. Radar, c'est un bébé chauve-souris qui arrive dans la vie avec un handicap énorme. Il a des parents super. Son père est super fort, méga balèze pour attraper tous les insectes et tout le monde le respecte. Et sa mère, elle est super géniale, elle règle tous les problèmes d'un battement d'aile. Alors c'est l'enfer parce qu'avec une barre placée si haute, Radar, il se sent comme un incapable, tout nul. Il a un gros problème de confiance en lui. Il ose rien faire. Et quand c'est dès la naissance, croyez-moi, c'est assez raide, c'est même plutôt difficile. Déjà le premier soir, à la nuit tombée, il a bien remarqué que tous les autres allaient faire un tour dehors pour manger des moustiques, en virevoltant dans tous les sens, avec aisance. Ensuite, il s'est dit que lui aussi pourrait voler, mais il ne comprenait pas comment les autres faisaient, et comment il pourrait faire lui-même, puisqu'il ne voyait rien, ou pas grand-chose. Il avait bien des petits yeux, mais qui fonctionnaient mal. C'était le brouillard total. Et la nuit, je ne vous en parle même pas. Il ne se doutait pas que c'était pareil pour les autres. Personne ne lui avait dit. Alors, le soir où sa mère lui a proposé de venir voler avec eux, il a refusé. Il est resté cramponné à sa poutre. Oui, parce qu'il habitait dans une vieille grange abandonnée. Plusieurs soirs, il est resté comme ça, seul, sans oser parler de son problème à qui que ce soit. Alors, au bout d'un moment, sa mère est venue le voir. Qu'est-ce qui se passe, mon chéri ? Oui, alors, elle a une grosse voix parce que comme une chauve-souris, c'est grand comme ça, que je rapporte l'histoire à moi, je rapporte la voix de la chauve-souris à moi. Ça vous va ? Ça n'a pas vraiment d'intérêt sur le dispositif scientifique que je vais expliquer, encore que. Bref. Qu'est-ce qui se passe, mon chéri ? Pourquoi tu viens pas avec nous ? Si je te dis, tu vas te moquer de moi. Mais non, voyons, je suis ta mère, je suis là pour t'aider. Pas pour me moquer. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as les trop petites ailes ? Non. Tu sais pas voler ? Non. T'entends rien ? Non. Alors dis-moi. Voilà, en fait, j'y vois rien. C'est ça, tu vois, tu te moques. Mais non, mon chéri, mais tu sais, moi non plus, je vois rien. Ah bon ? Et papa non plus, il voit rien. Ah bon ? Et tous les autres non plus. Alors, maman chauve-souris a essayé de lui expliquer. Bon, mon chéri, t'entends bien ? Oui. Et tu parles bien aussi. Alors, la chauve-souris, pas la langue de Molière, sinon ça... Oui. Alors, dis un mot bref et fort. Essayons, on va essayer juste avec un A. Vas-y, un coup. A. Refaites-le juste pour voir. A. Vous avez entendu ? Il y a de l'écho. Alors, ferme les yeux, mon petit Radar. Allez-y, fermez les yeux. Essayez, juste un cri. C'est dur de le faire ensemble, les yeux fermés. Il faut faire un peu de co-gestion, d'autogestion. Faites un cri, les yeux fermés. A. Encore. A. Encore. A. Encore. A. Encore. A. Encore. Tu vois, mon petit Radar, tu comprends que je me déplace. Tu sais où je suis, grâce à l'écho. Le son que t'envoies, il rebondit sur moi et il te revient. C'est comme ça que tu sais où je suis. Regarde le mur, je le vois pas. Alors, crie fort. Ah. Tu vois, il est juste devant. Maintenant, tu vas essayer de m'attraper, les yeux fermés.
Ah, 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 ah. D'après toi, je bouge ou pas? Plus maintenant. Hein. Tu vois, grâce à cet écho, tu peux savoir où est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il se déplace, s'il va vite, s'il est à l'arrêt. Bah oui, mais si tout le monde crie comme ça va faire mal aux oreilles. Et moi, quand je regarde les autres voler, ils crient pas. Ça, c'est normal, mon petit radar. Il faut que tu trouves ton ultrason. Mon quoi? Ton ultrason. Alors, l'ultrason, c'est un son que nous, on ne peut pas entendre. Hein. Vous savez comment ça fonctionne. Nous, on entend des sons très graves et des sons très aigus. Alors, on va essayer. Faites un son très grave. Oh, ok, un son un peu plus aigu. Ah, encore plus aigu. Ah, encore plus aigu. Ah, encore plus aigu. Ah, encore plus aigu. Ah, ok. Et bien, si tu vas au-delà, tu feras un son que personne n'entendra. Et au bout d'un moment, tu n'y penseras même plus. Et tu pourras même parler en même temps que tu fais ton son. Et comme ça, tu pourras toujours repérer où est-ce qu'il y a un mur, où est-ce qu'il y a un moustique, où est-ce qu'il y a une autre chauve-souris, et où est-ce que je suis, moi, ta maman. T'as compris maintenant, chérie? Alors va, vole, et crie de toutes tes forces, et jamais tu ne seras perdu. Alors voilà les enfants, désormais vous savez comment font les chauves-souris pour se repérer dans l'espace grâce à leur radar. Ça n'est d'ailleurs pas le seul animal à faire comme ça. Et puis nous, les humains, c'est en observant ces animaux qu'on a su fabriquer des machines qui pouvaient voir à notre place et recréer des images, voir ce qu'il y a dans l'air, voir ce qu'il y a dans l'eau, voir ce qu'il y a dans le sol, et même dans le ventre des dames qui attendent un bébé. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous remercie. Je voulais juste rapidement vous présenter quelques points théoriques, mais je vais faire 1 minute dessus, vous inquiétez pas. C'était de la recherche pour comprendre en fait d'où je venais. Donc le cadre, c'était de comprendre la durabilité des RERS, donc en prenant en compte à la fois ce qu'on appelait les déterminismes sociaux et les stratégies individuelles. Donc j'ai utilisé la sociologie des organisations, les approches sociotechniques des innovations et les approches sociotechniques des dispositifs de formation. Donc en gros, de tout ça, l'idée générale, c'est que dans le temps, un dispositif de formation qui a un agencement humain et matériel a une dimension collective et négociée, donc il se négocie. Et puis, finalement, il n'y a pas que la rationalité instrumentale qui va expliquer sa trajectoire. Ça va se stabiliser au travers de régulations, on va avoir des normalisations, des rôles qui vont être attribués, des cristallisations au travers d'objets matériels et de réseaux sociaux qui se constituent. Donc on a le dispositif organisé qui va s'inscrire dans le contexte et va être en relation avec l'environnement. Donc les interactions avec l'environnement vont eux permettre à la fois de produire des cadrages institutionnels, donc ils vont l'obliger à prendre une certaine forme, on va dire globalement, et puis aussi à faire des réinventions locales. Donc ils vont, on va dire, s'adapter à leur environnement et puis ils vont recréer aussi des choses nouvelles. Donc c'est à la fois ces deux choses, ces deux dynamiques qui vont m'intéresser. Donc le dispositif, pour moi, c'est pas quelque chose qui va être très stable, mais quelque chose d'irrégulier. Donc c'est tout pour le côté théorique. Ça va? Donc l'idée, c'était, moi j'avais pris 3 logiques d'action pour comprendre ces deux dynamiques ensemble. Et la première, c'était l'intéressement. Donc de Acriche, Calon, Latour, etc. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les RERS, ils sont créés sous forme associative, donc comme association au sein d'un quartier d'une ville, où ils ont été intégrés comme une activité au sein d'un centre social, de centres socioculturels, de maisons de quartier, entre autres. Donc, ils sont gérés à la fois par des citoyens, on va dire, ordinaires, et par des professionnels, parfois de l'action sociale et socioculturelle. Donc, il y a les deux. Il y a aussi des citoyens ordinaires qui deviennent salariés, mais qui ne sont pas professionnels de l'action sociale, on va dire. Donc, l'intéressement, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est la capacité des personnes à intéresser d'autres acteurs, tout simplement. Donc ces autres acteurs, ça peut être des personnes, des groupes, des institutions.
Donc l'idée, c'est qu'au début, les pratiques innovantes, elles sont réduites à une personne qui innove. On a l'enseignante dans son école, ou un petit groupe qui va les expérimenter. Donc après, le groupe au sein de l'école ou le groupe à la mairie d'Évry, pour résoudre une difficulté ou un besoin spécifique. Donc là, par exemple, l'idée de continuer à apprendre ou de créer des liens entre les personnes du quartier. Donc les premières alliances vont être réalisées avec la proximité immédiate. Donc, en ce qui concerne les réseaux hors de l'entreprise, j'ai oublié de vous le préciser. Donc c'est d'abord ces réseaux-là, on va s'appuyer sur les amis, les collègues, les voisins, on va faire appel à eux pour qu'ils viennent participer, échanger avec nous. Donc chaque participant va actionner son réseau, ce qui va permettre de démultiplier les échanges et puis de grandir. Alors il y a d'autres acteurs qui sont importants à mobiliser, donc je vous ai mis là, c'est les acteurs à double appartenance. Donc ceux-là, c'est par exemple des gens qui vont être du milieu associatif et du milieu enseignant, ou des gens qui vont être travailleurs sociaux et responsables politiques, parce que par exemple, une personne qui est travailleur social et responsable politique va savoir comment reformuler le projet de manière à intéresser des personnes au point de vue politique. Donc ça va permettre d'intéresser de nouvelles sphères d'activité. Donc il y a plusieurs types d'alliés de soutien. Donc il va y avoir certains qui vont être importants pour ces RERS. Donc on a par exemple un inspecteur au tout début, un inspecteur de l'éducation nationale au tout début de l'initiative. Après il y a les personnes qui vont être à la mairie, la mission d'éducation permanente, et puis les travailleurs sociaux, par exemple les structures sociales. Donc ce qui permet de développer et d'intéresser d'autres personnes, c'est aussi la problématisation. Donc là, il y a une définition globale, mais l'idée, c'est de reformuler le projet de manière à montrer, par rapport aux problématiques des autres, qu'est-ce qui est intéressant. Donc ça permet aussi de dépasser, quand on reproblématise, ça va vous permettre de dépasser aussi des controverses. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Ici, dans la problématisation, c'est qu'ils vont par exemple faire appel à des valeurs qui vont mobiliser d'autres personnes. Donc ça va être la convivialité, l'égalité, la justice sociale. Donc c'est pour, globalement, ça va mobiliser beaucoup de militants qui vont s'inquiéter de la disqualification des personnes. Ça va être aussi des ambitions qui vont être mises en avant et qui vont faire écho à des professionnels des politiques. Donc, par exemple, pour lutter contre l'exclusion ou l'isolement, ou pour la revalorisation des personnes exclues. Donc, c'est là, à ce moment-là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, où c'est par exemple des thématiques et des idées de justice sociale qui vont faire des clics à des travailleurs sociaux, par exemple dans les années 90. Et permettre justement de se constituer comme des espaces de valorisation, de conscientisation de ses propres ressources. Un autre élément intéressant qui va leur permettre de se développer, ça va être d'être capable de combiner des justifications d'intérêt collectif, donc ce que je disais, la lutte contre l'exclusion par exemple, ou le fait de militer pour l'éducation populaire, avec des intérêts individuels. Donc chaque participant va pouvoir venir, avoir un grand plaisir à échanger, va pouvoir apprendre plus ou moins gratuitement à son rythme, va pouvoir, par rapport à une autre association de théâtre par exemple, il va pouvoir dans le RERS apprendre le théâtre, mais aussi faire de la musique, de la peinture, et puis développer son anglais. Donc ça, c'est cette combinatoire entre les justifications d'intérêt collectif et individuel qui permettent d'intéresser de plus en plus de personnes. On a aussi la capacité à identifier des membres qui vont pouvoir venir échanger sur des compétences précises. Donc souvent, il y a des personnes qui vont trouver une personne de leur entourage ou contacter une personne parce qu'elle a une compétence spécifique, par exemple une compétence professionnelle, et puis lui dire tiens, ce serait bien que tu viennes proposer ce savoir-là au sein du RERS. Donc et puis ils anticipent un petit peu ce que pourrait je recommence. Ils anticipent ce dont pourraient avoir besoin les autres personnes, et puis
la réciprocité obligatoire permet à ces nouveaux entrants de se dire finalement, moi aussi, je vais pouvoir apprendre quelque chose en échange. Donc d'être un peu moins réticent au fait de diffuser leur savoir, de partager avec les autres. Il y a aussi des animateurs qui vont pouvoir rechercher des personnes quand il y a une demande de savoir qui n'est pas satisfaite, de se dire tiens, je vais aller chercher par exemple là, une personne qui voulait apprendre la musique tzigane, tiens, il n'y a personne dans le réseau qui entend un musicien tzigane dans la rue et qui lui dit tiens, est-ce que tu voudrais venir apprendre la musique à telle personne dans le réseau. Donc là, ça leur permet vraiment de mobiliser de plus en plus de personnes et en même temps de bien répondre aux offres et aux demandes. Donc ça permet au groupe de continuer à échanger. On a aussi la question des rôles qui est importante puisqu'il y a un rôle principal qui est celui d'animateur. Et c'est un rôle très lourd parce que finalement, il y a beaucoup de tâches différentes. Donc, il va cumuler plusieurs tâches de fonctionnement. Il y a l'accueil, il y a la mise en relation, il y a la communication sur le réseau, par exemple. La recherche de financement quand il faut assurer le financement d'un poste salarié. Donc, il y a une multiplicité de tâches. Donc, il y a des groupes qui arrivent aussi à se répartir les tâches et les rôles de manière à alléger un peu la tâche d'animation et à permettre aussi à chacun de pouvoir s'impliquer dans le groupe. Donc il va y avoir des personnes qui vont avoir des rôles administratifs, par exemple un président finalement qui va être là pour signer des papiers, d'autres qui vont avoir des rôles de porte-parole, qui vont aller convaincre d'autres et puis communiquer sur le réseau, d'autres vont être référents de leur atelier et d'autres chargés des permanences par exemple. Et puis, il y a un rôle fréquemment tenu dans ces réseaux, presque toujours informellement, finalement, c'est celui de l'initiateur ou de fondateur. Donc, c'est le fondateur au niveau national, donc on a Claire Hébert-Suffren, par exemple, mais aussi, finalement, chaque petit réseau va aussi avoir son propre initiateur et fondateur et va lui donner un rôle symbolique à ce premier créateur. Et ces personnes-là vont être reconnues comme un peu les garants des valeurs et des principes, pour leur investissement avec les autres, pour leur persévérance, et puis leur capacité à faire le récit aussi du réseau, voire du mouvement. Donc ça, c'est la manière dont les personnes vont intéresser les autres qui va leur permettre de fonctionner. On a les tendances à l'isomorphie, c'est la deuxième logique d'action. Elle, ça fait référence aux actions qui vont adapter le dispositif pour le faire correspondre au cadre institutionnel de leur environnement. En gros, ils s'adaptent par mimétisme, tout simplement. Donc le RERS, lui, il va être enchâssé dans plusieurs cadres institutionnels. On a celui du mouvement des RERS, on a celui du cadre d'action. Donc, par exemple, s'il fonctionne l'activité au sein d'un centre social, ce sera le centre social. Et puis, il y a aussi le cadre constitué par le territoire, qui va le transformer. Donc chacun de ces cadres va entrer, soit se conforter l'un l'autre, soit ils peuvent entrer en contradiction aussi, puis provoquer des difficultés. Mais en tous les cas, c'est là qu'il va y avoir des règles, des modalités de fonctionnement qui vont s'imposer un peu au réseau et qui vont le permettre d'y survivre, parce qu'il va être adapté ou pas du tout. Au contraire. Donc on a un exemple. Lorsqu'on a un RERS associatif, finalement, légalement, il doit identifier un président, et puis traditionnellement, il y a un secrétaire et un trésorier. Oui, c'est ça. Et ce qui impose donc une organisation des tâches et des responsabilités qui va à l'encontre finalement de ce qui était voulu, puisqu'on voulait une organisation démocratique et avec un partage des tâches à égalité où chacun est partie prenante sans hiérarchie. Donc c'est là, le cadre organisationnel va transformer un petit peu le RERS. Ce qui n'empêche pas certains réseaux d'être associatifs, d'avoir un président officiel et de se réinventer des nouvelles règles qui leur permettent quand même de fonctionner malgré ça. On a le territoire aussi, je vous disais tout à l'heure. Donc, ce qui va être important sur le territoire, je me suis rendu compte que c'était aussi la présence d'autres activités qui va freiner, on va dire, certains participants ou certains animateurs à proposer des savoirs, parce qu'ils ont peur d'être vus comme une activité concurrente sur le territoire. Donc ça peut être
par exemple une activité chorale. Voilà. Donc l'activité chorale, ici, on voit la personne se demande est-ce qu'on peut offrir un savoir choral alors qu'au sein du même lieu, il y a finalement un apprentissage de la chorale qui est possible avec un professionnel et puis une inscription dans cet atelier-là. Alors certains vont dire non, du coup on ne va pas offrir la chorale, et puis d'autres vont dire par exemple non, c'est pas grave puisque c'est pas la même méthode pédagogique. Donc ce sera une méthode un peu moins expositive, on va dire, qui sera proposée. La question aussi se pose pour eux, est-ce qu'on autorise des personnes à offrir gratuitement un savoir qui relève de leur activité professionnelle ? Parce que, par crainte en fait, que ces personnes-là viennent pour rechercher aussi de la clientèle, on va dire une sophrologue par exemple, qui viendrait dans le réseau offrir la sophrologie. Certains se posent la question, est-ce que justement cette personne vient là pour après que les gens deviennent ses clients, tout simplement, ou pas. Donc c'est là le territoire a des conséquences fortes. Il y a aussi le cadre d'organisation plus restreint, on va dire, celui qui gère les activités au quotidien, même les salles en fait. Ça a des conséquences sur la durabilité du RERS, donc quand il est intégré à une autre structure, parce qu'on va avoir des contraintes matérielles. Donc par exemple l'autorisation qui va être demandée pour demander un local et qui va impliquer de demander un créneau horaire. Et finalement ça va rythmer l'activité en disant telle salle sur le temps du temps scolaire, de l'année scolaire, ce sera toujours le mardi de 16h à 18h. Alors qu'au départ, l'ambition, c'était plutôt de faire quelque chose qui s'échange et qui s'adapte. Donc là, c'est la contrainte pour avoir vraiment leur salle. Ça va imposer finalement une régularité. Et puis une fermeture, par exemple, lorsque le centre est fermé pendant les vacances, tout simplement. Ce qui est important aussi, c'est par rapport aux animateurs et aux animateurs salariés. Donc qui soient justement salariés associatifs, on va dire, ou salariés parce qu'ils sont travailleurs sociaux ou animateurs socioculturels, ils sont tous soumis à des tensions en fait dans ce rôle-là d'animateur. Donc par exemple, ça peut être l'importance pour la structure que les échanges soient gérés en autonomie. L'objectif d'avoir des participants qui gèrent leurs ateliers en autonomie, et l'animateur salarié est à la fois celui qui va les amener vers l'autonomie et en même temps celui qui doit un peu animer le réseau. Il y a des travailleurs sociaux qui vont être déconsidérés par leurs collègues parce qu'ils vont justement être très peu présents dans les échanges. Ils vont laisser les participants faire un peu comme ils veulent, s'organiser, se mettre en relation, donc avec une grande autonomie. Et des collègues vont dire qu'est-ce qu'ils font ? Ils travaillent tout le temps, mais on ne les voit jamais animés. Et finalement, c'est les personnes qui font. Voilà. Inversement, dans les réseaux, idéalement, l'animateur, et pas qu'animateur, puisqu'on est dans un système d'offres de réciprocité, donc à un moment donné, il faut qu'il apprenne aussi, et qu'on soit tous à parité. Donc, comment fait un professionnel lorsqu'il doit apprendre aussi, par exemple, le tricot, alors que c'est pas forcément dans sa fiche de mission, on va dire. Donc là, ils ont des tensions fortes qui sont liées vraiment au contexte organisationnel. La troisième logique qui vient s'imposer donc à ces réseaux, c'est la tendance à l'instituant. Donc malgré finalement toutes ces tensions, on va avoir une logique instituante, c'est la création, la créativité des acteurs. Donc c'est malgré, par exemple, le fait d'être obligé de faire une association, c'est de recréer des nouvelles règles pour que le président, il y ait un président officiel, mais que ça ne fonctionne pas sous forme hiérarchique très descendante, où c'est lui qui va prendre les décisions, tout simplement. Donc dans cette logique-là, on va parler à la fois des réinventions de pratiques et des réinventions de signification. Donc concernant la signification, ce qui est important
pour les personnes, c'est qu'elles vont réinvestir leur expérience par rapport à des expériences précédentes qu'elles ont eues. Donc c'est logique, dans mon parcours, j'étais militant depuis tant d'années, voilà. Ça peut être aussi un intérêt pour les pédagogies actives, pour la lutte contre les inégalités sociales, ou le sentiment d'avoir soi-même vécu des inégalités, et d'avoir envie fortement d'agir autrement pour les autres et d'agir positivement pour autrui. Donc ça, c'est très important. Ce qui va mobiliser beaucoup les personnes, c'est l'envie d'agir pour les autres. Et ça, c'est vraiment une source de plaisir aussi. Et donc de préserver cet espace pour que les personnes se sentent en sécurité. Donc ça va jouer sur la forme que va prendre le réseau. Donc c'est vécu vraiment comme un lieu où on peut s'épanouir, être reconnu, découvrir des nouvelles choses, et puis apprendre à se connaître, se tester. Accompagner un changement de trajectoire de vie. Il y a des personnes qui sont par exemple en arrêt quelque temps et qui vont venir participer, et puis ou qui déménagent et qui arrivent dans le réseau. Voilà. Donc c'est des choses qui sont assez fréquentes finalement. Ce qu'on a aussi, c'est la participation qui est souvent vécue comme plaisante et conviviale. Donc ça revient tout le temps, tous les participants en parlent. Donc c'est quelque chose qui est... on reconnaît les apprentissages informels et puis des pédagogies autres, mais par contre ça se traduit parfois comme un espace qui est opposé à l'école ou à la formation. Pas tout à fait une alternative, mais comme deux choses très différentes, selon les personnes, bien entendu. Donc on l'associe, les participants... Enfin, j'ai rencontré surtout des réseaux bretons. Donc les participants des réseaux bretons vont le plus souvent l'associer à une activité de loisir, d'épanouissement de personnel et de lutte contre l'amorosité, mais qui va être difficilement valorisable du coup hors du réseau. Les savoirs disciplinaires et scientifiques, donc en raison de cette interprétation-là, vont être un peu moins présents dans les échanges. Ils vont être plus rares puisqu'ils vont tout simplement pas être associés au plaisir. Voilà. Il y avait un échange, par exemple, une personne qui voulait échanger justement sur les controverses scientifiques et qui s'est dit, bah non, est-ce que je vais proposer ça les gens vont trouver que c'est chiant, voilà. Donc, en même temps, du coup, il y a certains qui viennent pour rappeler que le RER, ce n'est pas juste un groupe amical qui va se retrouver, mais un vrai espace d'apprentissage où on a on acquiert vraiment des nouvelles connaissances et compétences. Haute réinterprétation et puis tension dans le vécu, c'est justement pour l'animateur. Donc ils ont une position spécifique et vivent tous des difficultés, en particulier celle de la posture d'autorité, le fait de devoir être garant des règles à un moment donné. Donc c'est quelque chose qui est parfois difficile à tenir pour ces animateurs dans le réseau. Donc ils passent aussi un temps très important à faire vivre le RERS. Parfois, certains, du coup, formulent un épuisement, finalement, à cette tâche, qui est plus forte que, en même temps, le sentiment de participer à quelque chose de grand, d'important. Ils vont se retirer de l'animation. Donc, par rapport aux règles aussi... par contre, je ne sais pas. Oui, c'est bon. Ils vont se recréer des outils et des ressources organisationnelles. Donc, la réciprocité, tout simplement, en fait, va être réinterprétée. Ce qu'on a, c'est que ça va jouer finalement sur un temps long. C'est la réciprocité immédiate. Dans un mois, je suis obligée de redonner quelque chose parce que j'ai appris. C'est vraiment, ça peut se faire même sur plusieurs années. Donc, cette temporalité-là est importante parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui, d'emblée, vont se dire, imaginez, vous arrivez dans le réseau, qu'est-ce que vous allez offrir ? Au début, c'est pas forcément évident, on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'on va bien pouvoir offrir aux autres. Et puis on ne connaît pas le groupe, donc on a besoin d'avoir un peu confiance aussi pour offrir tout simplement et proposer aux autres. Donc c'est important aussi de pouvoir inciter les personnes à offrir et puis en même temps, bien sûr, pour préserver le climat de convivialité, le bien-être des personnes, de ne pas les froisser. En même temps, leur disant, non, là, stop, il faut que tu nous offres quelque chose. Donc c'est là aussi où le temps est très important. Donc finalement, la réciprocité va être effective
lorsque chacun, à un moment donné, s'est retrouvé en situation d'enseigner une connaissance ou un savoir-faire. Donc il y a l'inventivité qui va s'exercer aussi dans les créations de ressources collectives qui vont permettre de formuler des nouvelles règles, des principes. Par exemple, ils vont reformuler la charte pour qu'elle corresponde à l'idée qu'ils s'en font au niveau du groupe. Ils vont se recréer des outils, alors un classeur par exemple, pour noter les offres et les demandes qui est partagé et qui permet à chacun de dire tiens, je vais appeler telle personne pour qu'il échange avec telle autre puisque ça correspond. Il y a des organisations des tâches qui se font comme ça. Donc ça, c'est au niveau vraiment des réseaux, on va dire, citoyens. Et puis, on a un réseau qui a été créé à la Poste. Donc ça, c'est un tout autre contexte. Donc le projet initial, c'est bien parti de l'idée des RERS, parce que la personne connaissait bien ces RERS, savait comment ils fonctionnaient, elle y avait participé, en avait animé, et propose à sa hiérarchie d'en mettre un en place à la Poste Courrier. Donc en 2009, il y avait à peu près 700 participants dans ce réseau-là. Donc c'était quelque chose d'assez important. Et bon, aujourd'hui, il ne fonctionne plus, mais il a fonctionné plusieurs années, en tous les cas. Donc si on compare par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je reprends l'intéressement. Donc l'initiatrice va justement au départ solliciter son réseau de proximité, bien entendu, mais pas que, parce que on est aussi dans un cadre spécifique, et finalement c'est un service qui va être surtout concerné, et puis des salariés vont être volontaires, ils vont s'inscrire, et c'est la communication interne aussi qui va jouer et qui va être importante. Donc il va y avoir aussi des alliances avec des partenaires extérieurs, comme dans un réseau, ils peuvent s'associer avec des associations, des écoles, etc. Mais ici, ça va être un peu plus rare, même si la personne va promouvoir l'initiative auprès d'autres professionnels, essayer de contacter d'autres professionnels, d'autres entreprises. Les alliés principaux vont être internes à l'entreprise. Et en particulier, ce qui est important, c'est le soutien de la direction et de d'autres alliés qui sont internes et importants. Ça va être ceux qui vont faire l'animation au niveau local. Parce qu'on va avoir des échanges qui vont fonctionner partout en France et concerner différentes régions avec des personnes qui vont organiser on appelle ça des bourses d'échange. C'est des moments où chacun vient, formule des offres, des demandes, les personnes peuvent se rencontrer, commencer à échanger, en tous les cas prendre chacun les coordonnées des uns des autres, et puis s'inspirer de ce que chacun dit et formule pour proposer autre chose ou se dire, avoir de nouvelles envies d'apprentissage aussi. Donc elle va contacter les responsables de l'entreprise, donc avec finalement un argumentaire travaillé et solide qui va être mené à partir d'expériences menées à l'éducation nationale, donc dans un cadre un peu plus formel que par exemple un réseau associatif simple. Donc son avantage était aussi ce que je disais tout à l'heure sur les acteurs à double appartenance. Elle était un acteur à double appartenance, on va dire, puisqu'elle avait été justement salariée d'un réseau associatif. Et puis, elle avait une expérience de plusieurs années aussi au sein de la Poste. Donc, elle connaissait très bien les deux. Donc, elle était capable de reformuler les choses et trouver les bons arguments pour la mise en place. Donc, ce qui va être spécifique aussi, c'est qu'elle va aussi, dans ses argumentaires, donner beaucoup de données chiffrées, comme des outils qui vont permettre de justifier l'existence et la pérennité du RERS. Donc, on a le nombre de participants, les participants qui vont être contents. Donc tout un reporting là qu'elle va remettre à sa hiérarchie ou sa direction. Et puis elle va demander aussi une étude externe qui est faite par des universitaires, qui va produire aussi encore par questionnaire des nouveaux chiffres et qui lui permettra de justifier l'existence. Et puis elle va s'appuyer aussi sur un ouvrage qu'elle va publier sur les réseaux d'échange réciproque de savoir. Donc comment elle va essayer d'intéresser d'autres personnes aussi, ça va être de produire des documents de présentation
Et puis de faire des présentations aussi à l'extérieur, et elle va être récompensée de prix et aussi, et puis en externe, et puis des prix aussi en interne à l'entreprise. Donc comment elle va justifier ça, c'était un peu les supports à la justification, et puis la thématique de justification. Pourquoi inverser son entreprise ? Pour innover, pour le bien-être au travail et pour la responsabilité sociale des entreprises. Globalement, c'est ça. Donc ça veut dire que à la Poste Courrier, à ce moment-là, la Poste voulait moderniser son outil industriel et créer de nouvelles plateformes industrielles. Donc industrialiser le processus de tri, mettre en place de nouvelles machines, etc. Donc de la formation. Et aussi de faire évoluer la culture, notamment le management, pour avoir une culture un peu plus d'échange et de coopération. C'était aussi une période où il y avait eu plusieurs suicides de salariés à la Poste. C'était aussi une période où la Poste se préoccupait de développement Internet et des réseaux sociaux, ce qui fait que l'innovation, là, va être aussi comprise comme innovation technique, avoir un site Internet, et puis donc mettre en place une plateforme numérique où chacun va consulter les offres et les demandes, déposer les siennes, prendre les coordonnées des participants. Mais par contre, les échanges se feront toujours oralement. Ça, c'était important. C'était l'idée que ça se fasse soit par téléphone, soit en face à face. Donc ensuite, pour le bien-être, ça c'était pour l'innovation, c'est un peu les arguments. Pour le bien-être au travail, donc c'était pour améliorer la qualité de vie des salariés. Et puis, donc par exemple, faire que les salariés se rencontrent, lutter contre l'isolement, revaloriser les personnes, puisqu'elles vont pouvoir apprendre à d'autres. Ils vont prendre conscience de ce qu'ils savent. Et puis... Donc pour la diapo, là, en fait, l'idée, c'est de vous montrer comment elle reformule des savoirs, les savoirs qui vont pouvoir être échangés. Ça ne va pas être tout à fait toujours n'importe quel type de savoir. Là, on a des savoirs professionnels, opérationnels et précis. Donc par exemple, on a réalisé une macro sous Excel. Donc là, c'est quelque chose de technique, de très précis. On a géré les absences prévisionnelles. Donc toujours des compétences professionnelles. Comparativement, tout à l'heure, je vous disais, ça peut être la peinture, mais ça peut être la technique de fusain. Alors, je ne connais pas la technique de fusain, mais une telle technique de fusain ou la peinture en général. Là, on a vraiment des savoirs professionnels et très très précis. Donc ça permet, pourquoi elle fait ça, c'est aussi pour se démarquer, pour montrer que ça fait partie de l'entreprise, bien sûr, mais aussi pour se démarquer des formations qui sont proposées en interne à l'entreprise. Parce qu'il peut y avoir justement des tensions par rapport aux systèmes qui existent déjà, qui sont mis en place, et des controverses. L'idée aussi, c'est de permettre aux personnes, en enseignant, d'apprendre la pédagogie. Et apprendre la pédagogie, sous-entendu que c'est utile pour des managers tout simplement aussi. Donc il y a des compétences transversales qui sont aussi visées. Donc ça, c'était pour l'intéressement. Pour l'isomorphie, donc on présupposait déjà, donc le contexte organisationnel, c'est un contexte très hiérarchique avec une grande entreprise comme la Poste, donc vraiment séparée en services. Donc on a déjà cette idée d'échanger sur des savoirs professionnels qui vont répondre à une problématique précise, une difficulté immédiate. Il va avoir aussi la difficulté d'être un système qui se veut égalitaire dans un système très hiérarchisé. Donc comment on fait pour échanger avec son supérieur hiérarchique ? Est-ce qu'on dit à son supérieur hiérarchique « Ah ben non, je ne maîtrise pas du tout la comptabilité », alors qu'on est en charge de la comptabilité. Donc là, l'adaptation du RER, ça a été de se limiter à 2 niveaux hiérarchiques pour ne pas impliquer trop de personnes et surtout de créer des nouvelles règles. Donc la règle, c'est que tout le monde ne connaît pas, un supérieur ne va pas connaître les demandes
de la personne qui est sous son autorité, qui n'est pas un inférieur, mais voilà. Donc la personne qui n'est pas sous la personne qu'il suit. Donc c'est vraiment ce qui est important là, la relation hiérarchique et le cloisonnement a une importance très forte dans le fait que le réseau puisse exister et ce qu'il puisse durer. Donc la question de la formation, j'ai commencé à le dire tout à l'heure, finalement on transforme les types de savoirs qui sont échangés et puis les modalités d'apprentissage. Donc on va avoir des apprentissages très courts. Donc l'idée c'est que les personnels de l'entreprise, ceux qui se sentent des experts, ne se sentent pas dépossédés aussi de leur expertise et que les formateurs, en tous les cas pour ceux qui voient le formateur vraiment comme quelqu'un qui sait et qui va apprendre à ceux qui ne savent pas, ne s'oppose pas à l'idée que n'importe qui puisse offrir son savoir dans l'entreprise. Donc il y a aussi une idée de concurrence entre la formation et ces échanges de savoir. Donc l'idée c'est d'avoir des savoirs très courts, donc vraiment très rapides, avec majoritairement des échanges qui seront d'1 ou 2 heures, d'une séance, ou qui se font dans les 15 jours suivant la demande. Donc là, c'est assez différent des réseaux de tout à l'heure, où on avait par exemple une régularité. Le cadre imposait une régularité avec des échanges qui se faisaient tous les ans, sur 2 heures. Et les collègues contrôleurs de gestion, dit-elle, étaient au départ très contents de faire des formations peu coûteuses. Et si les formateurs au départ étaient opposés, ils sont un peu moins opposés à la fin. Et puis les contrôleurs de gestion qui étaient favorables, justement parce qu'on pouvait faire des formations un peu coûteuses, finalement sont un peu moins satisfaits à la fin, parce que finalement les personnes qui vont suivre ces échanges vont se retrouver à faire des nouvelles offres, des nouvelles demandes, et vouloir aussi s'inscrire en formation, davantage qu'avant. Donc ça diminue pas la place des formations. Pour les tendances à l'instituant, donc l'animatrice, elle va rester très animatrice et reconnaissante de l'engagement de la fondatrice d'ERERS, Claire Hébert-Suffren. Donc ça donne beaucoup de sens à elle, à son engagement et à son activité. Les valeurs sont pour elle, portées par l'ERERS, sont pour elle source vraiment d'enthousiasme fort. Donc avec des thèmes comme valoriser les personnes, être dans un système de réciprocité. Il y a aussi des nouvelles règles qui vont être appliquées. Donc je l'ai dit tout à l'heure, l'institution c'est réinvention du sens et réinvention de pratique de règles par exemple. Donc on a ce que je disais tout à l'heure sur la confiance, par exemple, la confidentialité. Donc, par exemple, aucune intervention du hiérarchique ou de validation d'experts sur la participation personnelle, le choix de ses offres et de ses demandes. Donc ça, c'est vraiment des nouvelles règles qui sont obligées de se créer pour fonctionner ensemble. Donc c'est vraiment les jeux des relations hiérarchiques qui transforment tout. Alors oui, ce qui est important aussi, c'est qu'ils vont redevoir également se redéfinir les tâches de l'animateur et créer des nouveaux outils. Donc on a les animateurs locaux sur le territoire qui viennent compléter finalement le rôle de l'animatrice initiale qui était seule au départ et puis au final s'est retrouvée avec beaucoup de participants. Donc ça a eu beaucoup de succès et puis finalement comment je fais pour gérer tout ça toute seule. Donc au début je vais créer un site internet, ça va être plus facile. Et puis finalement ça suffit pas parce que les personnes venaient déposer des offres et des demandes mais le site ne marchait pas. Il faut vraiment ce qui est important c'est qu'il y ait ce rôle d'animateur là pour animer les échanges. Mais donc, elle était là seule pour animer tous ces échanges. Imaginez 700 participants, même si chacun ne fait que 5 offres et 5 demandes, c'est énorme. Donc, il fallait aussi une animation au niveau local. Et puis, un contact finalement avec un animateur local dans les différentes entités territoriales. Donc, elle a créé aussi des rôles comme ça d'animateurs locaux, qui étaient vraiment importants. Et puis, j'ai parlé tout à l'heure un peu de l'épuisement. En fait, on a cette même importance entre un enthousiasme fort et puis à un moment donné, plein de tâches. Et
c'est trop. Et les personnes se sentent proches justement de l'épuisement. Donc elle-même en a parlé aussi. Donc pour conclure, ce que je vais faire, c'est que je vous avais fait un tableau absolument illisible. Mais en tous les cas, visuellement, vous avez ce comparatif. D'un côté, les RERS en général et de l'autre, le RERS en entreprise, les trois logiques. Et je vous ai refait un peu plus lisible quand même. Alors le plus, c'est quand c'est assez fort et le moins quand c'est un peu moins fort. Donc c'est les points clés sont ces trois logiques. Donc là, pour l'intéressement, on va dire que le type d'acteurs présents dans les RERS hors entreprise, on a tous les citoyens, mais on a des groupes qui se composent très fréquemment de personnes en situation de fragilité économique et sociale, donc parfois psychologique ou physique, par exemple quand ils sont atteints de certaines maladies. Mais on a aussi des professionnels de l'action sociale et socioculturelle. En entreprise, on a les salariés. C'est d'abord des personnes qui sont salariées. Et puis, ça va être restreint à des échelons et à certains métiers, parce que là, c'était la poste courrier. Mais en tous les cas, pour les deux, la question de la double appartenance est importante pour que le RERS se crée et qu'il continue de fonctionner. Les problématisations sont totalement différentes, sont très différentes. On a d'un côté l'idée de valoriser l'éducation permanente, l'émancipation, l'insertion sociale, et de l'autre, la formation de toute la vie, le bien-être au travail, l'idée d'innover dans l'entreprise, de favoriser la mobilité interne. C'était aussi un outil qui était utilisé pour la mobilité interne. Donc c'est beaucoup moins centré sur les apports sociaux et le militantisme, mais plus sur la formation tout au long de la vie, l'innovation, le bien-être au travail. En ce qui concerne le mimétisme, on a donc l'importance en entreprise de présenter des chiffres, des études et de préserver les relations hiérarchiques. Donc tous ne vont pas échanger avec tous et plus encore, ce n'est pas n'importe quel type de savoir qui va être échangé. Donc, alors qu'inversement, les savoirs professionnels sont très peu présents dans les RERS. Donc on pourrait dire aussi d'une certaine manière, peut-être que tous les types de savoirs finalement sont peut-être pas complètement échangés non plus. Mais en tous les cas, on a peu de savoirs professionnels. Et plus encore, la présence de formation interne en entreprise donc, vient limiter finalement les échanges à des connaissances très opérationnelles et transmissibles, un peu d'échanges. Et par contre, le territoire, lui, va jouer un rôle beaucoup moindre, finalement. Tout ce qu'on retrouve dans le territoire, c'est la présence et l'importance des animateurs locaux, mais par exemple, la concurrence va se faire avec la fonction formation, on va dire, mais par exemple, il ne va pas avoir cette question de tiens, il y a une association qui propose des ateliers d'initiation à l'informatique, ça ne va pas entrer en concurrence avec ce qui est proposé au sein de l'entreprise. En ce qui concerne la logique instituante, la place symbolique des fondateurs est très forte dans les RERS, un peu moins forte en entreprise. La place des valeurs, je la retrouvais un peu moins. Et puis la place symbolique des fondateurs, quasiment finalement nulle en entreprise. Et puis dans les deux se pose la question de la charge de travail de l'animateur qui peut à la fois être vraiment s'investir et être très enthousiaste dans ce réseau et puis au bout d'un moment peut-être s'épuiser et abandonner le RERS. En tous les cas, tous les réseaux vont se doter de nouveaux outils. Donc on peut avoir un site internet pour l'entreprise, mais aussi, surtout, savent se répartir les tâches, se dotent de règles spécifiques pour fonctionner. Alors ce que j'ai dit tout à l'heure, par exemple, sur les fondateurs et les valeurs, est un peu à relativiser en entreprise, parce que moi j'ai rencontré, pour les RERS en général, des participants, et des animateurs, des initiateurs. Et par contre, en entreprise, j'ai rencontré que l'initiatrice, Mariannick van den Abel, on va dire, pour la citer, mais je n'ai pas rencontré les participants. Donc ce n'est pas impossible qu'ils ont envie de participer parce que, par exemple, ils trouvent que ça permet de développer la coopération en entreprise et que pour eux, c'est quelque chose de vraiment important. Et de même, pour les déclinaisons locales aussi, je n'ai pas vu comment ça s'animait du point de vue local. Donc voilà, globalement, ce que je voulais dire. J'espère que ce n'était pas trop... En tous les cas, si vous avez des questions. Avant, il y a le
On attend notre suite de contes. Lorsque ce bon vieux monsieur Mouche m'a invité à cet événement au lieu unique, je me suis dit « Wow, c'est quoi ce plan louche? Je vais devoir improviser devant un public ?» Il m'a alors expliqué un peu quel était le concept. Allais-je refuser au risque de le fâcher? Puis je lui ai dit « Ouais, ok, j'accepte » lorsqu'il m'a parlé du cachet. Non, plus sérieusement, par soif d'aventure, j'ai dit oui à cette odyssée. Mais par contre, le sujet est un peu équivoque. Car comment vous dire que moi, j'ai pas eu de cours au lycée sur les réseaux d'échanges réciproques? Bon, allez mon petit, calme-toi, sois cool. Tu dois assumer ce de quoi tu t'es embarqué. Et puis au pire, tu prendras dans la foule une personne au hasard pour te remplacer. En tout cas, j'espère que vous n'attendez pas de moi une composition. Car là, j'ai pas retenu grand-chose. De toute façon, vu le laps de temps mis à ma disposition, fallait pas s'attendre à du grandiose. C'est donc l'histoire d'une chauve-souris nommée Radar et de sa maman qui lui fournit un conseil. Cette pauvre bestiole avance comme dans le brouillard à cause de ses petits problèmes visuels. Mais maman chauve-souris la rassure et lui explique qu'elle, tout comme papa chauve-souris, connaît le même handicap et que Radar est donc tout sauf une petite raclure, incapable de se déplacer comme ses copines de la fac. Et là, maman, de sa voix grave, lui montre alors que petit Radar a tort et que cet handicap n'est pas très gros grâce à la magie de l'écho. Car lorsque l'on ferme les yeux, on peut deviner l'emplacement d'une chose rien qu'au son. Il n'y a donc pas besoin d'être Dieu pour avancer paupières closes, quelle belle leçon. Preuve en est le cécifoot, où les joueurs se repèrent grâce à une clochette. Du sport pour aveugles, ça paraît si fou, mais c'est scientifique, ma pauvre Lucette. L'ultrason, les rayons, les lasers ont permis de belles avancées telles que l'échographie, et Monsieur Mouche et Caroline nous ont prouvé cette belle affaire sans même avoir recours à des gros graphiques. Notre ami Radar pourra donc aller s'éclater et se substanter en moustique et en mouche. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Je laisse place à Caroline et à Mouche. On va pouvoir passer aux questions, si vous en avez. Merci. Donc personnellement, je suis bénévole, je suis également militant politique et je me rends compte qu'il y a de gros points communs avec les RERS. Je ne connaissais pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu des cas particuliers. Vous avez évoqué la mort du RERS à la Poste. Donc j'aimerais savoir ce qui l'a tué et d'une manière générale, comment est-ce qu'on fait durer un RERS ou une association, enfin quoi que ce soit en fait. Oui, alors, c'était la question dont j'avais peur, parce que justement, je n'ai pas pu rééchanger depuis un certain temps avec l'initiatrice pour savoir exactement ce qui s'était passé et qui avait provoqué la fin de ce réseau. Mais en tous les cas, ça s'inscrivait dans une volonté d'innover. Donc, a priori, quand on l'inscrit dans quelque chose d'innovant, ça veut dire aussi que ça ne va pas rester... Ça ne va pas s'inscrire dans les habitudes de la structure aussi. Il y a cette question hiérarchique qui était importante, je pense. Elle avait le sentiment d'avoir pas réussi à convaincre les supérieurs hiérarchiques de l'intérêt du RERS. Voilà, et là oui, pour toute association, en fait, oui, je me suis rendu compte que j'avais lu sur les mouvements d'éducation populaire, sur d'autres associations, et effectivement, je m'en suis inspirée aussi pour voir quels étaient les facteurs qui pouvaient faciliter ou pas la durabilité, par exemple, d'une association, d'une université populaire. Donc on retrouve fortement des points communs, c'est normal, vous l'avez bien noté. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis surtout organisée pour essayer de trouver des catégories qui permettent de se dire, bah tiens, si on fait une alliance de telle manière ou avec telle personne, ça peut aider à marcher. Si on prend en compte le contexte, qu'on est attentif à ça, ça marche. Si on n'oublie pas de se recréer des règles collectives communes qu'on se les réapproprie, ça permet aussi de fonctionner au niveau local. Est-ce que ça répond à peu près à la question? Et j'ai pas forcément de réponse toute prête pour vous dire il faut faire ça pour que ça marche. En fait, vous avez beaucoup insisté sur la réciprocité. Ouais.
qu'est-ce qu'on fait quand il n'y en a pas? Quand, par exemple, on essaie de faire de l'animation et qu'effectivement les gens ne viennent pas sur le site ou ce genre de choses, comment on fait pour pousser un groupe d'individus à suivre, quoi? Alors là, ils ont tout un travail. Alors ça, c'est les animateurs. Je sais pas si... Je présuppose qu'il y a des animateurs... Est-ce qu'il y a des animateurs de RERS dans la salle? Oui, voilà. Donc je pense que là, ils vont pouvoir répondre. Mais c'est eux qui font un gros travail, je pense. Enfin, moi, je l'ai interprété comme ça, sur la valorisation des personnes, pour leur dire, bah tiens, vous êtes capable de faire ça, pourquoi vous offriez pas ça? Oh, c'est vachement intéressant ce que tu fais. Est-ce que tu pourrais pas faire une permanence, quelque chose de simple aussi pour aider le groupe? Vraiment, d'abord valoriser la personne en fait. Est-ce que vous pouvez compléter peut-être? Oui, donc j'appartiens au réseau d'échange réciproque de savoir de Nantes et nous ne disons pas RERS. Nous sommes constitués en association qui existe depuis très longtemps. Donc la fondatrice du réseau de Nantes est maintenant partie et le réseau de Nantes actuellement, et ça n'a aucun rapport avec le départ de la fondatrice, est actuellement en période basse, disons. Parce qu'il y a une évolution de l'attente des gens et finalement les gens s'inscrivent, ils font une offre ou ils font une demande, mais ils attendent que leur offre ou leur demande soit immédiatement exécutée, exactement comme s'ils étaient dans un organisme de formation. Donc il y a un gros travail pour essayer d'expliquer le principe du réseau, à savoir que bon, il y a une réciprocité, mais que tout est aléatoire. Parce que si quelqu'un demande un échange, il n'est pas obligatoire qu'en face, nous ayons un offreur sous la main pour pouvoir organiser cet échange. Et quelquefois, il faut attendre relativement longtemps. La personne s'ennuie, donc, et elle quitte le réseau. Là, actuellement, nous avons 2-3 personnes qui sont parties parce qu'ils n'ont pas pu avoir leurs échanges immédiatement. Voilà. Et ça, en fait, et même les personnes qui sont là aux permanences et qui essayent d'assurer à la fois le travail administratif, parce que là aussi, il y a une grosse évolution dans le travail administratif des réseaux, non seulement celui de Nantes, mais celui d'Angers ou ceux qui sont proches dans la métropole nantaise. Donc, il y a un gros travail administratif et notamment quand on a des relations avec la ville, donc les demandes de subventions et tout ça. Donc, il y a une évolution, il y a une nécessité d'évolution, j'allais dire de professionnalisation des animateurs. Donc, et ça pose quelques petits problèmes, voilà, notamment de fatigue. Alors, je ne sais pas si je vous ai apporté une réponse, mais nous en sommes là, au jour d'aujourd'hui, nous en sommes là. Disons qu'avec une fracture de fatigue, pour moi, par exemple, et avec une personne qui est en arrêt, j'allais dire en arrêt de travail, mais en arrêt parce que il faut convaincre les gens, et nous sommes sûrement très mal outillés parce que nous ne sommes pas des sociologues. Nous n'avons que notre bonne volonté en fait et notre besoin d'assurer l'empathie et de créer des réciprocités. Néanmoins, nous avons quelques quelques échanges qui ont été vraiment très intéressants, et les personnes, à la fois les demandeurs et les offreurs, sont partis satisfaits. Et il y a eu, nous, on a plusieurs, donc nos mises en relation se font sur 2 niveaux. Il y a les échanges individuels, donc, et les échanges collectifs. Dits collectifs, nous faisons ce que nous appelons des ateliers. Et ces échanges collectifs-là durent relativement longtemps. Hein.
Donc, par exemple, nous avions un échange sur la méthode expert et la personne qui assurait l'échange était elle-même en formation pour la méthode expert. Donc, en fait, elle était à la fois appreneuse et apprenante. Et elle vient d'arrêter là pour pouvoir justement essayer de passer son examen. Mais tout ce qu'elle a appris, tout ce qu'elle a fait avec les demandeurs, avec le groupe, va lui servir de matière première pour son évolution personnelle. Et chacun d'entre nous, nous avons appris quelque chose. Même si, bon, après, comme tous les savoirs, en fait, ils sont quelquefois un petit peu aléatoires. Mais ça nous permet aussi, comment dirais-je, d'aller plus loin. Et c'est le rôle de la réciprocité et c'est le rôle du réseau. Et chez nous, tout est gratuit. Donc, il y a eu aussi les gens qui venaient justement pour avoir des formations gratuites. C'est aussi le revers de la médaille. Et ces personnes-là, nous ne pouvons pas les accepter, à la fois parce qu'elles cherchaient à avoir des choses gratuites pour leur entreprise, par exemple, la création d'un site pour une activité professionnelle, enfin, des choses comme ça. Donc, il nous faut savoir vérifier que nous sommes bien dans une situation, j'allais dire, de gratuité et de non-concurrence déloyale par rapport à d'autres activités. Voilà. Merci pour ce témoignage. Oui. Merci. Pour poursuivre un peu la question sur la situation en entreprise, je me demandais si les personnes étaient salariées, si c'était dans leur contrat de travail qu'elles mettaient en place ce système-là d'échange sur leur temps de travail. Oui, j'ai pas expliqué ça. Effectivement, c'est que l'animatrice dont je parle, en fait, était responsable de ce projet-là, donc elle était à 100% sur l'animation du RERS. Les salariés, eux, pouvaient échanger sur... Alors, est-ce que c'est sur... Pour moi, oui, c'est sur le temps de travail. Après, je ne suis pas sûre à 100%, mais il me semble que c'était bien, ils pouvaient échanger sur leur temps de travail, il n'y avait pas de soucis là-dessus. Et j'ai une petite question moi, sur la validation justement des connaissances dans ce réseau en entreprise. Est-ce que c'est considéré par l'employeur? Est-ce qu'il y a trace de quelque chose ou... Non, à ma connaissance, il n'y avait pas de traces spécifiques, mais il n'y avait non plus pas de test, on va dire, des connaissances des personnes avant qu'elles puissent offrir non plus. D'accord. Il n'y a pas d'évaluation, mais par contre, l'employeur mettait du temps à disposition de ses salariés pour monter en compétences. La seule évaluation qu'il y avait, du coup, c'était plutôt la satisfaction de la personne qui avait appris, qui pouvait donner son avis et son impression, ce qui leur donnait en fait l'idée à peu près de quand même globalement, il y avait de mémoire, c'est à peu près 80% en fait des personnes qui étaient satisfaites des échanges qu'ils avaient faits. Très bien. Une autre question ? Oui, une autre question. Vous avez affirmé que les échanges avaient forcément lieu oralement. Oui. Donc moi, je suis un geek, j'utilise des MOOC, je me forme via Internet, quoi. Pourquoi est-ce que oralement c'était important ? Qu'est-ce que ça apporte ? Je pense que c'était pour justement la rencontre entre les personnes. Le fait d'avoir... Il y avait pas mal de compétences techniques aussi, il faut dire. Et des personnes qui allaient... par rapport à un MOOC, c'est quand même beaucoup de travail. Si la personne voulait offrir de créer une vidéo, un tutoriel et tout ça. Donc c'est vrai que ça allégeait un peu les choses, je pense. Bien, merci. Il y a encore une question ? On prend une dernière question. Ah oui. Moi j'ai une question, mais je suis désolée, elle n'est pas pour vous, elle est plutôt pour le geek qui nous a posé 2 questions. Je voulais juste savoir qu'est-ce qui fait qu'en tant que geek, vous êtes venu ici, vous n'êtes pas devant votre écran en ce moment, alors que vous auriez pu l'être après, puisque cette conférence va être sur Internet.
Premièrement, je ne savais pas du tout que c'était en ligne. Et deuxièmement, je ne sais pas si en ligne on pouvait interagir avec vous. Enfin, moi j'aurais bien aimé que ce soit par... je sais pas, il y a plusieurs plateformes sur lesquelles on peut poser des questions et vous pouvez répondre directement. S'il y avait ça, honnêtement, je ne serais pas venu, effectivement. Alors pour répondre, non. Enfin, effectivement, les conférences sont captées, mais le montage se réalise après la conférence et donc il ne peut pas y avoir d'interaction en direct avec l'intervenant, pour le moment. Est-ce que je peux ajouter quelque chose ? Au réseau de Nantes, on a un site, mais il n'est pas fait, il est simplement, j'allais dire, institutionnel, juste pour informer du minimum garanti, en quelque sorte, que l'on doit dire. Et nous tenons énormément à la mise en relation, c'est-à-dire la rencontre entre l'offreur et le demandeur avec un médiateur, avec un animateur qui est là et qui pose les questions aux demandeurs pour arriver à cadrer à la fois la demande et l'offre. Et on fait un écrit, on pose ça par écrit pour que chacun, et il y a 3 exemplaires, donc ça n'est pas administratif, c'est simplement pour que chacun soit rassuré. Donc il y a les téléphones, il y a les adresses mail, la date du premier rendez-vous. Après, l'offreur et le demandeur, ils se débrouillent ensemble. Et puis, il y a la date du retour, en quelque sorte, du bilan, et qui se fait de la même façon. Et c'est comme cela qu'on parvient à voir si les choses se sont bien passées. Voilà. C'est simplement un problème d'humain, pour éviter justement les choses trop théoriques sur Internet. Mais justement, oui, pour compléter, c'est bon. Je déteste les micros. Désolée pour le geek. Non, mais il y a quelque chose qui est vraiment important pour les réseaux aussi, c'est la possibilité de s'ajuster, en fait, en face à face, qu'il n'y aurait pas dans la relation à distance. Et du coup, qui permet là d'être vraiment répondre aux besoins de la personne, s'ajuster à ce qu'elle ne sait, ce qu'elle sait, ce qu'elle ne sait pas. Donc ça se fait beaucoup plus facilement en face à face aussi. Et puis il y a vraiment cette importance qui est de faire des RER, c'est un espace de lutte aussi contre l'isolement, contre l'exclusion. Donc ça reste aussi quelque chose d'important. Très bien, ben merci. Donc pour pas trop dépasser l'heure, je vous propose qu'on arrête. Donc merci beaucoup donc pour avoir fait ce tour d'horizon très complet. Voilà. Même s'il reste évidemment toujours des questions, hein, mais c'est vrai qu'on a eu quelque chose qui a brassé un large éventail. Donc merci, merci aussi à vous pour vos histoires toujours aussi belles. Et donc voilà. On se reverra sûrement bientôt. Voilà, et puis merci à vous. Et puis donc à la saison prochaine.